Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h30. Bonjour Richard, bonjour à tous les auditeurs. Nous avons aujourd'hui comme invité Jacques Boncompin, auteur du livre Pétain de Gaulle, une chance pour la France aux éditions Godefroy de Bouillon. Bonjour monsieur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir publié par 2 fois. Écoutez, votre livre, alors je rappelle aux auditeurs que c'est le deuxième... puisque ce n'est pas le deuxième, chez Godefroy de Bouillon. Chez Godefroy de Bouillon. Enfin, en tout cas, c'est le deuxième après un Pétain, un livre qui s'intitulait Pétain. Bourreau, bouclier des Juifs. Merci, j'avais oublié le sous-titre. Et donc, qui est sorti l'année dernière. Alors, et un second, La tragédie du maréchal. Qui est sorti quand ? Qui est sorti, c'est le plus récent, avant le premier chez vous. Avant le premier. Donc, ça fait déjà un certain nombre d'années. Et avant, ce qui a été ce que j'appelle ma pierre de Rosette, car je viens du monde du droit d'auteur, c'est le dictionnaire de l'épuration des gens de lettres. Oui. 2500 dossiers, qui a été pour moi le révélateur de la situation exacte de la France pendant l'occupation et qui m'a fait découvrir que nous vivions sur une vision totalement fausse, absolument erronée de ce qui s'est passé. C'est par ce biais-là donc que vous avez... Oui, que j'ai découvert, le maréchal Pétain sous son vrai jour et que j'ai eu le sentiment qu'il y avait un délit qui était commis, le délit de non-dénonciation de crime. Et je considère, de façon encore plus absolue, ayant écrit 5 ouvrages, que Pétain est l'un des plus grands héros de l'histoire de France et qu'il est absolument suicidaire de continuer d'en faire le pire ennemi de l'histoire de France. Alors, je rappelle, en fait, le livre sur l'épuration dont vous parlez, vous êtes arrivé à ça de par votre métier, parce que votre métier était de gérer les droits. J'ai fait des études de droit. J'ai soutenu ma thèse sur le droit d'auteur au Canada, qui était une thèse de droit comparé. Et je suis rentré à la Société des auteurs dramatiques, qui est la première société d'auteurs au monde, celle qui est la reine des abeilles, celle qui a été à l'origine de plus de 200 sociétés dans 130 pays. D'accord, donc vous êtes arrivé par hasard sur ce sujet, ça vous a passionné. Eh bien, j'ai découvert récemment, à partir d'ailleurs d'un ouvrage de Maîtrise Orny, que la Société des auteurs et l'ADMP, dont je suis le président, l'association de défense de la mémoire du maréchal Pétain, que toutes les deux ont été créées dans un même hôtel particulier et dans le même salon de cet hôtel, qui est le salon de Mercure, du salon de l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, rue Vieille du Temple, qui était la propriété de Beaumarchais en 1777. C'est pour ça qu'il a invité les auteurs qui étaient de la Comédie Française, qui étaient volés par les comédiens, pour refonder la condition des auteurs dramatiques. Et c'est dans ce même salon qu'a été fondée l'ADMP à la suite de la condamnation du maréchal. Vous voyez que je n'ai pas changé. Il y a une unité de lieu. Oui. Et il y a une continuité passant de Beaumarchais à Pétain. Alors, votre dernier livre qui est paru il y a très peu de temps, c'est Pétain... De Gaulle Pétain, une chance pour la France, donc aux éditions Godefroy de Bouillon. Alors, De Gaulle Pétain, donc si on comprend bien comme ça lorsqu'on voit le titre, vous dites que les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. Parce que vous sous-titrez une chance pour la France. Oui, parce qu'ils s'additionnent. C'est ce à quoi est arrivé le premier résistant de France, qui est le colonel Rémy, qui a été le pilier du gaullisme, qui a été le pilier de la création du RPF, et qui, anti-Pétain, au départ, par l'expérience, rencontrant des personnes qui lui parlaient de ce que avait fait le maréchal, peu à peu a voulu savoir ce qui s'était passé, a dépouillé l'intégralité des minutes du procès à la Bibliothèque nationale, a poussé le zèle jusqu'à étudier toutes les archives concernant la France du procès du Nuremberg. Et à la fin, il est arrivé ébloui en disant « Mais cet homme-là n'a pas trahi. » Absolument. Et nous vivons... Et là, c'est un gaulliste qui parle. C'est un gaulliste qui parle, qui a été converti.
et qui a mis en regard du portrait du général de Gaulle le portrait du maréchal. Et c'est ce que j'invite tous les Français à faire aujourd'hui. Il faut faire une opération de la cataracte du regard des Français. Diderot avait écrit en son temps contre l'Église une lettre qui était « lettre aux aveugles ». Eh bien, j'envoie une lettre aux aveugles français. C'est-à-dire que nous avons une population qui est entièrement aveugle, mais aussi qui a été aveuglée pour des raisons politiques, pour des raisons d'instrumentalisation. Et 80 ans après, il est temps d'ouvrir les yeux, comme les Anglais l'ont fait dès 1944-45. C'est-à-dire que les Anglais ont considéré que Pétain avait sauvé l'Angleterre. Et je dirais que la France ne le sait pas, mais elle a gagné dès 1940, au cœur de la défaite, la bataille de Stalingrad. C'est-à-dire C'est-à-dire que le génie du maréchal, c'est d'avoir transformé une défaite en victoire, d'avoir frappé au cœur Hitler au moment où il triomphe, d'avoir eu un regard meilleur que celui de Napoléon, qui était un homme d'action, un homme de guerre comme le maréchal, mais qui n'avait pas nécessairement le même coup d'œil politique, la même psychologie, quand il a dit « le wagon de Roton nous sauvera ». Il a compris Hitler, son orgueil. Hitler qui était soldat à Verdun, donc qui était vis-à-vis de lui, qui commandait à Verdun. Donc vis-à-vis d'Hitler, l'aura du maréchal était absolument considérable. Donc il n'a pas résisté à la jouissance de faire manger son chapeau à Pétain en accordant l'armistice. Il n'y avait qu'un homme au monde en France qui pouvait faire accepter l'armistice, c'est Pétain. En dehors de Pétain, jamais l'armistice n'aurait été accordé. Et tous les C'est-à-dire maréchaux... que quand vous dites ça, ça veut dire que l'Allemagne aurait continué... poussé jusqu'à la capitulation et à l'occupation totale du territoire. Bien sûr. sûr. Vous sous-entendez. Et c'est ce que dit Churchill, qu'il découvre. Il découvre, d'une certaine manière, il s'est servi du général de Gaulle pour discréditer l'armistice, puisque le général de Gaulle est parti à Londres en proclamant que l'armistice était une trahison et était une capitulation. Ce qui est un contresens pour un militaire, parce que tout militaire sait qu'un armistice, c'est une suspension d'armes, qui peut reprendre à tout moment. Donc il y avait une volonté, et il a suivi son étoile, et il s'est construit là-dessus. Et il se trouve que sur ce mensonge a aussi contribué, parce qu'il a donné l'image de la perpétuation d'une France combattante au moment où Pétain était obligé d'agir en sourdine, de façon cachée. Et donc c'est la combinaison des deux qui a été bénéfique pour la France. C'est-à-dire que Pétain est le plus grand judoka de 1940. Il fait une sorte de comment dirais-je, il fait un roulé-boulé avec Hitler. Les divisions blindées arrivent de façon irrésistible à Toulon et aux Pyrénées. Et Pétain se sert de cette énergie pour se retrouver en position dominante sur Hitler et lui faire une clé et avoir en main un joker extraordinaire à utiliser au bon moment. Et c'est comme ça, grâce à l'armistice, qu'il va permettre aux États-Unis, qui n'ont pas d'armée en 1940. Paul Reynaud supplie les Américains d'intervenir, mais ils ne peuvent pas. Quand même, ils le voudraient. Ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de chars, ils n'ont rien. Et ils ne le voulaient pas non plus à ce moment-là. Absolument, absolument. Donc, Pétain, si vous voulez, grâce à l'armistice, obtient que tout l'Empire reste hors présence allemande. Oui, d'ailleurs, les Américains en 40-41, avant leur entrée en guerre, avaient des relations avec le maréchal Pétain et considéraient que c'était le pouvoir légitime en France. Ils ont toujours considéré. Oui. Non, je dis ça parce que de nos jours, on a l'impression que... Mais le drame pour Pétain, c'est simplement que Roosevelt soit mort trop tôt. Si Roosevelt avait survécu, jamais. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que Churchill a fait écrire au procureur Mornay, qui dirige la haute cour, au début du procès, pour empêcher le procès de Pétain. Pour empêcher, en disant, mais Pétain n'est pas un traître. Au contraire, ce qu'il a fait est prodigieux, car s'il n'y avait pas eu l'armistice, les Allemands auraient envahi Gibraltar, auraient pris possession de Gibraltar. Déjà, en prenant possession de Gibraltar, la moitié de la flotte anglaise était en Méditerranée. Elle était hors combat. Elle était
prisonnières. Ensuite, rien ne les empêchait à ce moment-là d'aller en Tripolitaine et de là de passer au Moyen-Orient et d'avoir dès 1940 la libre disposition des pétroles d'Orient qui était ce qui leur a manqué, qui leur a fait perdre la guerre. C'est pour ça que je dis que l'armistice est l'équivalent de Stalingrad. Les Français ne le savent pas. Alors, il faut rappeler aux auditeurs, pardon Pierre-Henri, juste un mot, il faut rappeler aux auditeurs, moi j'aime bien faire des rappels comme ça, que en 1940, lorsque l'armistice est signé, comme vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, l'Afrique du Nord, ainsi que les mandats français sur le Levant, Liban, Syrie, étaient conservés aux mains du régime de Vichy et non pas de l'Allemagne. Et donc l'armée allemande n'y était pas. Absolument. Pour l'Afrique du Nord, donc jusqu'au débarquement des Américains, novembre 42, etc. Lorsque l'Allemagne rentre dans la zone sud de la France, immédiatement, l'armée américaine débarque en Afrique du Nord et puis les Anglais au Levant. Mais jusque-là, c'est le maréchal Pétain qui s'occupait de ces territoires et qui ne les a pas livrés à l'Allemagne. Parce que, comme vous dites, s'il l'avait fait, si l'Allemagne était rentrée... Et je continue ce que vient de dire Richard Haddad, c'est que l'un des arguments de certains historiens qui, depuis 20 ou 30 ans, ont écrit des ouvrages qui font ce qu'on appelle de l'Uchronie, c'est-à-dire de la science-fiction dans le passé, imaginant ce qu'aurait été donc l'histoire après mai 40, s'il n'y avait pas eu d'armistice. Et leur argument, qui m'a toujours paru plus que fallacieux, était de dire que les armées d'Afrique auraient été suffisantes pour continuer la lutte, même si la France avait été entièrement occupée. Qu'en dites-vous ? C'est absurde. Et ça a été prouvé par le général Weygand, qui a réduit en miettes, je vais dire, le président du Conseil de 1940. Paul Reynaud. Et là, il explose en vol. Rien n'était prévu. Il fallait s'y prendre des années à l'avance. Alors, le général de Gaulle a lancé ça. Mais il a été... Le temps où il était ministre de la guerre, secrétaire d'État à la guerre, il avait tous les pouvoirs. On avait voulu réduire ses pouvoirs. Mais Paul Reynaud était entiché de Gaulle et avait dit pourquoi. Donc, De Gaulle pouvait donner l'ordre à la flotte de partir. Il ne l'a pas donné. C'est lui qui a inventé, j'en ai des faits après, le réduit breton. Vous voyez, mais ce que je ne voudrais pas, c'est que pour défendre Pétain, descendre De Gaulle. Et c'est le piège, ça. Et c'est Jean Fabry, qui a été ministre de l'Armement, qui a eu cette réflexion, et en disant que ce débat était absolument nuisible. Et moi, j'ajoute Pétain à De Gaulle. Je ne les oppose pas. Et je dis que les mensonges éhontés, inouïs de Gaulle, qui ne sont pas connus. Vous savez que le 24 mars 1940, depuis 4 jours, Paul Reynaud a été président du Conseil. Et ayant été largué par Pétain pour une histoire de publication d'un livre qu'avait commandé Pétain et que De Gaulle a publié de lui-même, donc il a renvoyé De Gaulle. De Gaulle a cherché un homme politique dont il pourrait être le poisson pilote. Et avec intelligence, il a jeté son dévolu sur Paul Reynaud. Et donc, dès que son poulain est fait président du Conseil, il se précipite. Et à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait l'option belge. Que faisait-on s'il y avait la guerre? Est-ce qu'on restait derrière les lignes Maginot ou est-ce qu'on allait au secours des Hollandais, au secours? Et c'est les neutres qu'on appelait les neutres. On a pu dire après que la France avait perdu la guerre à cause des neutres. C'est-à-dire qu'on a voulu aller au-devant des Hollandais et au-devant des Belges. On est sorti de nos fortifications comme une tortue sort de sa coque, si vous voulez, d'une certaine manière. Et là, on a été vitrifié parce qu'on n'avait pas l'aviation et que les Anglais nous ont manipulés de bout en bout et n'ont jamais utilisé que le 10e de leur flotte pendant toute la campagne de France. Leur flotte d'avions, ils ont gardé pour eux. Vous voyez ? Et donc, De Gaulle est co-responsable. Quand il accuse le haut commandement, il a raison. Mais il est dans le commandement. Il a une influence directe. Et donc, dès qu'il va à Londres, on lui donne un micro et il dit « C'est les autres qui ont fait la faute. Moi, j'y suis pour rien. » Or, il y est. Et lui, pensez sur le plan d'éthique, que dire d'un homme qui vient de commettre une faute et qui accuse de façon ouverte
celui qui ne l'a pas commise. Ça s'appelle du culot. On Voilà. va faire une Alors, rapide pause pour le bovino. On se retrouve dans 20 secondes. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. J'ai une question, ça tombe bien ce que vous disiez avant la pause, parce que vous dites que les deux sont complémentaires, qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre, mais lorsqu'on lit votre livre, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression tout de même que vous êtes assez critique du général de Gaulle. Même si vous dites il a été utile, on voit bien que, vous venez de le dire, mais dans votre livre, c'est notoire, on le voit dans plein de Qui chapitres. n'est pas le saint historique que la légende gaulliste a fait de lui, bien évidemment, dès Il y a notamment un dès mai chapitre 40. sur ses liens avec les communistes et l'Union soviétique qui est intéressant. Ça explique tout. Ça explique tout. La situation que nous connaissons aujourd'hui, le pacte républicain auquel nous venons d'être confrontés, c'est De Gaulle qui est l'inventeur. C'est-à-dire que les auditeurs ne le savent pas, mais le pacte germano-soviétique a été le déclencheur de la guerre. Parce que les Allemands avaient retenu de la Première Guerre qu'il ne fallait pas se battre sur deux fronts. Donc, dès qu'ils ont pactisé avec les Soviétiques, ils ont eu le feu vert pour attaquer la France. Dans le cas contraire, c'était les Anglais et les Français qui voulaient essayer de faire déclencher une guerre par les Allemands contre les Soviétiques pour qu'ils s'usent. Mais Staline a renversé la chose et pour lui, il fait en sorte que ce soit la France et l'Angleterre qui soient les premières cibles des Allemands. Et le génie de Pétain par l'armistice, c'est de renvoyer dans un deuxième tour. Il récupère la balle et il la renvoie des Allemands contre les Soviétiques. Donc il a détourné les forces armées allemandes qui étaient totalement contre la France. Il les envoie en masse contre l'Union soviétique. Et c'est du génie absolu. C'est du génie Mais absolu. comment vous soutenez que c'est le maréchal Pétain qui a renvoyé les Allemands? Parce que, Oui, par et l'armistice. par que l'armistice. tous les Ah, bien effets sûr. de l'armistice ont été intentionnels. Si on veut vous titiller un petit peu. Oui, Parce qu'on Mais peut imaginer que tous les effets de l'armistice n'ont pas été prévus et anticipés non mais plus. c'est là que vous doutez du génie de Pétain, qui est un génie incomparable, extraordinaire. Il a eu cette phrase, le wagon de rotonde nous sauvera. Il a compris l'orgueil d'Hitler. Et donc, il lui a jeté un onos, qui était la satisfaction en apparence, d'avoir une victoire absolue morale, là même où l'armistice de 1918 avait été signé. Et donc, faisant ça, il a, comment dirais-je, pris barre. Il a fait cette fameuse prise qu'il a faite sur... et le plus fort, c'est que dit Hitler en février 1945, quand il dicte son testament à Bornham? Il dit, c'est à l'égard de la France que nous avons commis la plus grande erreur. C'est-à-dire qu'Hitler considère que l'armistice est la source de sa mort. Donc, et il ajoute ceci. Voyons que toute l'épuration est fondée sur la collaboration. Et que dit Hitler? C'est Hitler qui parle. Il ne fallait pas collaborer avec eux. C'est-à-dire que toute l'épuration est faite pour condamner les gens qui ont collaboré, et Hitler dit que cette collaboration a été mortelle pour lui. Cherchez l'erreur. Donc toute cette épuration, en grande part, il y a eu le PPF, il y a eu, c'était Doriot, mais tous les autres, souvent, qui ont, en disant collaboré, en fait, ils ont contribué à berner Hitler. Et c'est pour ça qu'Hitler s'est rendu compte au dernier moment qu'il avait été, selon le mot de Darlan, couillonné par les Français, un terme tout à fait militaire, et que, pour se venger, et là sa vengeance est absolue, c'est qu'il a pris le maréchal Pétain et qu'il l'a enlevé par la SS, pour le mettre à Sigmaringen parmi les pires collaborateurs, en faisant croire qu'il s'était réfugié là-bas. Et dans son dernier téléfilm, Laurent Joly a repris cette thèse. Il sait qu'elle est fausse, mais ça l'arrange de continuer à tenir la tête en dessous. Je me souviens d'ailleurs que lorsque vous étiez venu à notre micro il y a quelques mois de cela, vous nous avez déjà parlé de Laurent Joly, qui est un petit peu votre, comment on va dire, l'une de vos cibles, et à juste titre d'ailleurs, parce que c'est l'un des tenants, on va dire, de ce qui reste de l'histoire officielle post-Paxton, etc. Non, mais ce qu'il y a en plus, il y a eu une flèche au curare qui a été lancée contre Pétain, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire que, et il y a eu un effet d'aubaine pour les gaullistes, en disant, bon, de toute façon, c'est formidable. Avec l'antisémitisme, on n'a plus d'intervenir, il est totalement disqualifié.
Or, Pétain, vu dans les faits et dans le livre que vous avez publié, Pétain, bourreau ou Bouclier ou bourreau, ou sauveur des Juifs, eh bien, c'est le plus grand protecteur de Juifs après le pape Pie XII. Vous imaginez le degré de désinformation dans lequel nous vivons et qui est enseigné partout, même sur le site du ministère des Armées, vous avez les thèses de Paxton. J'ai rencontré 2 fois M. Klarsfeld. Je lui ai proposé une discussion, il a fui. Le premier livre, j'étais ami avec Arnaud Klarsfeld à la Société des auteurs qui était me voir, il m'a même offert une biographie de Beaumarchais que je n'avais pas. Le premier exemplaire, je lui ai porté. Il n'était pas là, je l'ai remis à sa maman, qui m'a dit qu'elle le remettrait dès qu'il serait retour des États-Unis. Eh bien, je n'ai jamais reçu de réponse. Et je lui écrivais dans une lettre que j'étais prêt à discuter avec lui du sujet du livre et avec son père, en carte sur table. Et ça n'a jamais eu lieu. Donc, il n'y a qu'une chose que je demande, c'est d'intervenir sur le service public. Mais cette intervention m'est refusée de façon systématique. Et Laurent Julie, je le crois, il s'est battu pour que dans son téléfilm sur l'épuration, qui a été diffusé sur France 3 le 2 avril, que je puisse au moins avoir 3 fois la parole. Eh bien, il a failli ne pas me permettre d'intervenir une fois. J'ai été filmé toute une matinée, et la chaîne ne voulait absolument pas que l'ADMP puisse prendre la parole. Donc, d'avoir été filmé et d'avoir une diffusion une fois, peut être considéré comme une victoire. Mais je ne demande qu'une chose, c'est une table ronde avec M. Laurent Joly, avec M. Klarsfeld, avec tous les contradicteurs. Et je vous assure qu'on prend tous les sujets négatifs mis sur le compte du maréchal et on les étudie au calme, sur toutes les facettes. Et quand on a tous les éléments, on peut dire qu'à chaque fois, il a pris la meilleure décision que l'on pouvait prendre pour la France. Et c'est le seul qui pensait sans arrêt à la France. Nous avons aujourd'hui une assemblée qui montre que les partis ne pensent qu'à eux-mêmes et il y a un grand absent, c'est la France. Eh bien, Pétain n'a jamais songé à sa carrière. Il a même dit « je brûlerai ma gloire ». Il était prêt à être détruit moralement. Tout ce qui se passe là, tout ce qu'on lui met sur le dos, si vous voulez, il l'a anticipé dès le premier jour. Et quand le général Hering, le 11 juillet 1940, le lendemain de son élection de maréchal, est venu le féliciter, il a eu un temps de silence, il a pris un air grave, il a dit « J'accepte vos compliments ». Il a rajouté « à titre de martyr seulement ». Et comble, dernièrement, vous avez eu Pierre Servant, vous avez Laurent Joly, vous avez une émission qui était sur la 2, où on a parlé justement du débarquement en Amérique. On a rendu encore le maréchal encore plus criminel, soi-disant pour avoir repris le feu et pour avoir refusé d'aller en Afrique du Nord, reconnaissant que s'il était allé en Afrique du Nord, eh bien, aujourd'hui, toutes les places... Il n'y aurait pas de débat. Il n'y aurait que Pétain. Il y aurait pas de débat. Et Pétain le savait. Et il le savait. Et pourtant, il est resté pour la France. Et il est resté pour sauver les Juifs. Et ça, ce qui est absolument insupportable, c'est de voir ceux qui devraient avoir la plus grande reconnaissance pour le maréchal sont les premiers, je ne dis pas tous, parce qu'il y a Alain Michel, parce qu'il y a plein de Juifs qui sont au contraire très reconnaissants et qui savent ce que le maréchal a fait. Et je peux même vous lire une chose, c'est que Laval, qui est le mouton noir, parfois on veut bien préserver un peu le maréchal, mais Laval, on y va. Eh bien, vous ne savez pas qu'en 1942, en novembre, au moment du débarquement américain, le grand rabbin Schwartz se précipite à Vichy. Depuis que Laval a été Premier ministre à nouveau, président du Conseil, Pétain n'a plus les manettes. C'est-à-dire que tous les problèmes des rafles, c'est Laval qui est au pouvoir. Laval, en revenant le 18 avril 1942, a exigé d'être ministre de l'Intérieur, ministre de la Propagande, ministre des Affaires étrangères. Et donc voilà ce qu'il dit, le grand rabbin. Je suis rassuré parce qu'il croyait que Laval allait démissionner. Mais il était auprès d'Hitler pour éviter qu'Hitler n'écrase la France à ce moment-là. Pour moi, tous les Juifs sont mes enfants. Mais je connais bien M. Laval et je sais ses difficultés. Les Juifs français n'oublieront jamais
ce qu'il a fait pour eux. Et avant de quitter le Guérard, le secrétaire, il dit « Surtout, dites-lui bien qu'il ne se décourage pas. » C'est Laval qui dit, qui supplie, je veux dire, c'est le grand rabbin qui supplie Laval. Et ce que les gens ne savent pas, on parle toujours du statut des Juifs, mais que ce statut des Juifs a été pris en concertation avec le grand rabbin. Donc il y a toute une histoire secrète qui est en dessous. Et les actes qu'on impute à Cribes à Pétain, on ne peut être qu'admiratif quand on connaît la situation, comment il a retourné cette situation sans arrêt. On arrive à la fin de cette émission. On va rappeler toutes les références de votre dernier livre, donc De Gaulle, Pétain, une chance pour la France, aux éditions Godefroy de Bouillon, disponible dans toutes les bonnes librairies, sur le site des éditions Godefroy de Bouillon, bien évidemment sur Internet et sur vos marchands de jeux livres et vos libraires habituels. Merci beaucoup, Jacques Boncompin. On va se retrouver dans une semaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique, comme tous les lundis à 17h30. Merci, à très bientôt. Merci à tous. Merci.